Je ne suis pas sûr que les gens perçoivent le racisme comme une violence totale. Je dis une violence totale. Ce n'est pas simplement une violence physique, parce que c'est ça que les gens ne comprennent pas. C'est-à-dire que lorsque, enfant, vous recevez des messages extrêmement négatifs sur ce que vous êtes, vous ne grandissez pas de la même façon. Et ça, c'est pas juste. Lilian Thuram, déjà, comment est-ce que vous allez après la polémique sur le racisme anti-blanc? On va rester en France en attendant avec cette polémique qui est une polémique très française et qui a enflammé les réseaux sociaux toute la journée. Tout est parti, rappelons-le, des cris de singe poussés par des supporters de foot contre un joueur noir qui, en réaction, a voulu quitter le terrain. On n'en aurait pas entendu parler si Lilian Thuram n'avait pas commenté cet épisode malheureux en disant « Les Blancs pensent être supérieurs et ils croient l'être. Ce sont eux qui doivent trouver une solution à leurs problèmes. Les Noirs ne traiteront jamais les Blancs de cette façon, l'histoire le dit. » J'ai eu des amis qui m'ont appelé un peu paniqué, notamment après la couverture de Valeurs Actuelles. Et je leur expliquais que des gens comme Nelson Mandela, Martin Luther King, étaient à leur époque traités de racistes anti-blancs. Et je pense que les gens oublient ça. Je pense que ça fait partie du jeu, effectivement, lorsque certaines personnes ne veulent pas discuter de certains sujets, essayent de vous délégitimer, voilà. C'est Lilian Thuram qui vient nous expliquer, après des années et des années de participation au combat antiraciste, où les races n'existent plus, comme ça on vit tous ensemble, et ben c'est lui qui arrive et qui veut plus vivre avec les Blancs. Ben c'est ça, évidemment. Monsieur Lilian Thuram, je ne vais même pas dire qu'il est raciste, il est déjà racialiste, c'est-à-dire que pour lui, quand il regarde un être humain, il regarde sa couleur de peau. Donc Monsieur Thuram, pour moi, est un raciste. Comment est-ce que vous l'avez vécu, cette polémique, sachant que vous êtes quand même engagé dans les combats antiracistes depuis maintenant plus de 10 ans? Ce qu'il faut retenir dans cette polémique, c'est peut-être les blancs sont. Historiquement, on n'a jamais questionné le fait d'être blanc. Parce que c'est comme si vous questionnez le fait d'être homme. Lorsque vous êtes une femme, vous savez que vous êtes une femme. C'est-à-dire qu'on vous le rappelle sans cesse. Vous connaissez les luttes pour l'égalité des femmes. Mais par contre, vous ne connaissez pas aussi les luttes pour que les hommes restent au pouvoir. Parce qu'il y a ça aussi, en fait. Je pense que le fait d'être dérangé par le questionnement à savoir qu'est-ce que c'est être blanc, c'est pour certaines personnes avoir peur d'être confronté à une certaine réalité. Par exemple, hier, je discutais avec un ami sur ce sujet, et en fait, il me disait « Ouais, mais on a l'impression d'être culpabilisé, qu'il faudrait faire repentance. » Et moi, je lui dis « Mais vous savez, personne ne vous culpabilise. Personne ne vous demande de la repentance. C'est simplement de faire acte qu'il y ait du racisme et que nous devons en sortir. Aujourd'hui encore, on voit qu'on stigmatise notamment les personnes de religion musulmane. Alors le voile, éternel sujet de polémique et de discorde, une fois encore le voile revient sur le tapis. On ne peut pas nous dire que ce voile-là peut être un choix. Sinon, si c'était un choix, pourquoi ces femmes ne l'enlèvent-elles pas? Le problème avec les islamistes, c'est qu'ils sont capables à la fois du pire de la violence et du pire de la victimisation. Si on peut les stigmatiser et si ça peut prendre, c'est parce qu'on n'a pas conscience de l'histoire. Il fut un temps, c'était les juifs, c'est les noirs, c'est... Vous voyez, on peut stigmatiser n'importe qui sur des critères qui n'ont pas de sens. Et pourtant, ça prend. C'est bien parce que, effectivement, on ne connaît pas l'histoire de ces discours-là. À l'inverse, du coup, le terme noir, on a l'impression qu'il ne choque pas autant quand il est utilisé. Pourquoi, selon vous? Mais c'est exactement la même chose. C'est-à-dire que, effectivement, très souvent, je dis que... alors, il y a black, d'accord? Parce que certaines personnes pensent que c'est plus cool que noir. Après, il y a le truc qui est quand même le summum. Un homme de couleur, ça voudrait dire que les personnes blanches ne sont pas de couleur. Et donc, en fait, ce sont des habitudes, en fait. C'est-à-dire que celui qui peut être nommé, là aussi, on se situe dans une certaine hiérarchie. Je peux te nommer, je peux te dire et je peux te signifier ce que tu es. Par contre, moi, je ne peux pas te répondre en te disant « mais si tu me dis que je suis noir, c'est bien parce que toi, tu es blanc ». Et ça revient dans la réflexion de Frantz Fanon qui dit que le blanc est enfermé dans sa blancheur, comme le noir est enfermé dans sa noirceur. Mais c'est une conception européenne d'enfermer le noir dans sa noirceur. C'est pas moi qui l'invente,
C'est historique. Et donc, quand on enferme le noir dans une certaine infériorité, c'est qu'on s'enferme aussi dans une couleur blanche. La question du racisme, très souvent, c'est qu'il y a des personnes qui sont persuadées d'être la norme. Mais en fait, ils ne savent pas, en fait, qu'ils se comportent comme se pensant être la norme. Et donc, c'est ça le problème. Donc, il faut qu'on puisse questionner. C'est-à-dire que je vais aussi dans des écoles où les enfants vous disent l'homosexualité, c'est pas normal. Ouais, mais qui fixe la norme? Ben, certains sont persuadés d'être la norme, mais ils ne se rendent pas compte. Il faut juste leur rappeler que, en fait, tu n'es pas la norme. Je ne suis pas anormal. Et donc, peut-être que certaines personnes se pensent être la norme parce qu'ils ne comprennent pas que c'est l'histoire qui les a enfermés dans cette supposée norme. Donc c'est pour ça que le racisme anti-blanc n'existe pas. Le racisme anti-blanc, d'ailleurs, ce concept a été inventé par qui? Généralement, ce sont des personnes, justement, qui croient en la hiérarchie des races et qui pensent que la hiérarchie des races doit être respectée, c'est-à-dire les personnes blanches tout en haut et les autres après. Et donc, je pense que le racisme anti-blanc vient pour délégitimer la réflexion sur le racisme. Voilà. Le problème aussi, c'est que tout le monde, en France et dans le monde d'ailleurs, n'a pas la même définition du mot racisme. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça et quelle est la définition pour vous? Le racisme, c'est quoi? C'est faire une hiérarchie entre les personnes selon la couleur de la peau. C'est ça, en fait. C'est-à-dire que, historiquement, le racisme, c'est certaines personnes peuvent être violentées pour ce qu'ils sont. C'est ça, le racisme. Le racisme, c'est pas je ne t'aime pas et je t'insulte. Non, c'est tout un système qui fait qu'en fait, vous n'avez pas accès à toutes les opportunités qu'un être humain pourrait avoir. Et la plus grande opportunité, ce serait aussi de développer une bonne estime de soi-même. C'est-à-dire qu'effectivement, lorsque vous subissez le racisme, c'est d'une violence totale. Ça veut dire que le racisme est tellement puissant que le discours est intégré par les personnes qui sont discriminées, qui sont rabaissées, qui finissent par eux-mêmes se sentir inférieurs. Les gens vont vous dire, oui, mais c'est quand même mieux qu'avant. Donc ça veut dire quoi? Il ne faut pas que je me plaigne, que je sois content, en fait? C'est ça que vous êtes en train de me dire? Ben non, parce qu'en fait, le racisme, c'est un traumatisme. Le racisme, c'est de la violence pure. Et personne devrait devoir subir cela. Est-ce que vous regrettez qu'il n'y ait pas plus de footballeurs qui défendent cette idée du racisme systémique, qui s'engagent contre ça? Ben, je pense que oui, il faudrait les inviter à défendre plus l'égalité, parce qu'encore une fois, lorsque vous dénoncez le racisme systémique, c'est que vous voulez un changement, donc vous voulez plus d'égalité. Et donc, ouais, je pense qu'il faudrait éduquer les joueurs, les sportifs, à prendre la parole, parce qu'effectivement, moi, si j'ai monté cette fondation il y a une dizaine d'années, c'est parce que j'ai été joueur de foot. Et je sais aussi l'impact que nous pouvons avoir, notamment sur les plus jeunes. Mais ce que moi j'inviterais les journalistes à faire, c'est d'arrêter toujours de poser la question simplement aux personnes qui sont discriminées. Ce serait intéressant que, par exemple, après un match, les journalistes aillent voir les joueurs blancs en leur disant comment vous pouvez accepter ça? Pourquoi vous restez sur le terrain? Pourquoi on n'entend jamais votre voix? Parce qu'en fait, c'est ça qui va faire la différence. En discutant hier avec la même personne, j'ai appris quelque chose de fort intéressant. Parce que je lui montrais la vidéo d'un entraîneur de basket qui tenait un discours très intéressant. Whether it's the LGBT movement or, women's suffrage, race, it doesn't matter. People have to be made to feel uncomfortable, and especially white people, because we're comfortable. We still have no clue of what being born white means. Yes, because you were born white, you have advantages that are systemically, culturally, psychologically. People want to hold their position. People want the status quo. People don't want to give that up. And until it's given up, it's not going to be fixed. Il me disait, oui, tu vois, par exemple, lui, il dit ça, c'est très bien. Mais par contre, toi, tu peux pas le dire. Je dis, mais pourquoi? Mais parce que tu es noir. Parce que quand tu le dis toi, on a l'impression que c'est quelqu'un qui a une revanche à prendre. Ah, je dis, ah d'accord. Donc en fait, les blancs peuvent dire certaines choses, mais les noirs ne peuvent pas dire exactement la même chose. Ah ben je dis, mais ça, ce qui est très intéressant, c'est là aussi qu'on voit la hiérarchie.
C'est-à-dire certains ont le droit de parler, d'autres non. Ce n'est pas votre propre réalité qu'il faut questionner. C'est le discours qui emmène à intérioriser que l'autre est différent, que l'autre est inférieur. C'est le discours qui vous emmène à intérioriser que certaines personnes, lorsqu'elles parlent, en fait, elles parlent pour vous agresser. Non, c'est prendre des faits, dire voilà, qu'est-ce qu'on fait avec tout ça? Est-ce qu'on peut grandir? Est-ce que vous pouvez écouter les personnes qui sont discriminées dans la société? Est-ce que vous pouvez comprendre qu'avant de dénoncer un discours, c'est peut-être que vous fassiez l'effort de comprendre le racisme, de lire des choses sur le racisme? Vous avez joué 10 ans en Italie, à Parme et à Turin. L'Italie aujourd'hui, c'est là que beaucoup viennent les cris racistes, la polémique des cris racistes. Le racisme s'invite une nouvelle fois dans le championnat italien. Des cris de singe à l'attention du défenseur Kalidou Koulibaly. Des cris de singe ont été entendus lors du match opposant Cagliari à la Juventus de Turin. Est-ce que vous avez subi ces cris là-bas, vous? Malheureusement, oui. Tout d'abord, on a du mal à comprendre que c'est pour vous au début, parce que vous dites, mais attends, c'est une blague ou quoi? Et lorsque vous comprenez, vous regardez autour de vous en essayant de voir s'il y a quelqu'un qui va faire quelque chose. C'est pour cela que je dis qu'à un moment donné, il va falloir juste s'arrêter et se poser la question pourquoi certaines sociétés acceptent cela. J'ai bien dit acceptent cela, parce que lorsque vous n'acceptez pas quelque chose, vous l'éradiquez. Donc ça veut dire que si ça dure depuis si longtemps dans certaines sociétés, c'est qu'en fait, c'est qu'on l'accepte. En fait, c'est qu'on ne pense jamais aux personnes qui souffrent de ça. Et effectivement, si quelqu'un est violenté, je pense qu'il faut arrêter cette violence. Et du coup, aujourd'hui, la fédération fait des actions contre ça. Vous voudriez, vous, qu'elle fasse quoi? Qu'est-ce que vous auriez voulu qu'elle fasse pour vous à l'époque où vous avez entendu ces cris racistes aussi en Italie? C'est très compliqué d'arrêter les matchs, parce qu'en fait, nous sommes... parce que les gens n'osent pas le dire, mais en fait, c'est un business. Parce que c'est ça la réalité, c'est pour ça qu'on n'arrête pas les matchs. C'est-à-dire, les matchs vont s'arrêter, quand est-ce qu'on va rejouer le match, il y a la télévision. En fait, c'est très compliqué. Mais c'est pas parce que c'est compliqué qu'on ne peut pas avoir le courage de faire les choses. Il faut que tout le monde puisse se dire, ça ne peut pas continuer. Et donc, la première des choses, oui, c'est d'arrêter les matchs. Pour moi, c'est une évidence. Est-ce que vous vous souvenez du premier moment raciste que vous avez subi dans votre vie? Oui, mais en règle générale, vous savez, je pense que, comme je vous ai dit, le racisme, c'est un traumatisme. Donc, il y a des grandes chances que les personnes qui subissent le racisme s'en rappellent. Oui, moi, j'étais arrivé à Paris à l'âge de 9 ans et j'étais dans une école à Bois-Colombes et où certains enfants essayaient de me faire comprendre que ma couleur de peau n'était pas la bonne et que j'étais moins bien qu'eux parce que j'étais noir. Donc, ça veut dire que ces enfants de 9 ans avaient déjà aussi intégré un complexe de supériorité raciale. Voilà, donc c'est pour cela que je dis que, encore une fois, ces enfants ne sont pas nés comme ça. Mais il y a un environnement, il y a une histoire qui fait qu'on intègre certaines choses même qu'on ne le veut pas. Et vous aviez un surnom d'ailleurs qui partait d'un dessin animé. Ouais. ouais, parce qu'à l'époque, il y avait un dessin animé où la vache noire s'appelait la Noiraude. Voilà, et donc je pense que beaucoup de personnes de ma génération ont connu ça, voilà. Une note blanche dure le temps de 2 notes noires. Mais alors, est-ce qu'une vache blanche vit 2 fois plus longtemps qu'une vache noire? Vous avez 2 fils, Marcus et Kefren. Est-ce que vous leur avez justement parlé du racisme? Oui, bien sûr. Moi, je pense que tout parent devrait discuter avec ses enfants du racisme. Bien évidemment, encore plus les parents qui ont des enfants qui pourraient subir le racisme. Mais en règle générale, tout parent devrait tenir un discours. Très simple. Et la société changerait. Vous vous souvenez de ce que vous leur avez dit? Il y a des personnes qui vont mettre en doute vos capacités parce que vous avez cette magnifique couleur de peau. Très souvent, ils vont mettre en doute vos capacités intellectuelles. Par contre, ils vont essayer de vous enfermer dans vos capacités physiques. Ne tombez pas dans ce piège. Par contre, vous ne faites pas la même chose. C'est-à-dire que si vous rencontrez quelqu'un qui vous agresse sur votre couleur de peau, ne pense pas que toutes les personnes de sa couleur pensent de la même façon. Chacun de nous portons en nous des biais racistes. Et je leur dis que faites très attention que ces biais racistes
ne joue pas aussi contre vous. En France, récemment aussi, sur un autre sujet, il y a un jeune, par exemple, qui est mort à Villers-Bèche, je ne sais pas si vous avez vu, il s'appelait Ibrahim Abba. Est-ce que vous, à l'époque, durant votre enfance à Paris, vous avez déjà subi les violences policières? Et qu'est-ce que vous en pensez? Ce qui est très compliqué pour certaines personnes, c'est de comprendre que pour certaines personnes, la police ne représente pas ce qu'elle devrait représenter pour eux. C'est-à-dire que quand j'étais jeune, normalement, on vous éduque que la police est là pour vous protéger. D'accord. Mais en fait, quand vous êtes jeune, vous avez peur de la police. Pourquoi? Parce que vous savez que vous ne devez pas avoir affaire avec la police. Pourquoi? Parce que peut-être que ça peut mal se passer. C'est stupide de dire ça, hein, mais en fait, il y a certaines personnes qui ne vivent pas la police de la même façon. Mais c'est pas parce que vous avez fait quelque chose, c'est pas parce que vous êtes un voyou. Et en fait, vous avez une conception de la police en disant « Ok, il ne faut pas que j'aie affaire à la police ». Et moi, je me souviens qu'on était jeunes, effectivement, quand il y avait la police, on partait. Pourtant, on n'avait rien fait. Vous voyez ce que je veux dire? Et je pense que c'est très compliqué pour certaines personnes parce qu'ils se disent « Ouais, mais s'ils partent, c'est qu'ils ont quelque chose à se reprocher. » Non, c'est parce qu'on ne veut pas avoir de problème. Mais pourquoi ils auraient des problèmes puisqu'ils n'ont rien fait? Ben oui. Et donc, je pense que c'est très compliqué pour des personnes de comprendre en fait ça. La police, comme vous et moi, nous vivons dans un environnement. Nous vivons dans un environnement chargé d'histoire. Et je pense qu'on oublie de dire que lorsque vous êtes policier, vous pouvez être quelqu'un de très bien, mais vous pouvez aussi avoir des biais racistes. Vous voyez ce que je veux dire? Mais c'est pas méchant ce que je dis. C'est simplement penser qu'effectivement, il y a plus de probabilité qu'une personne noire soit, je sais pas, sans papier. Il faudrait discuter de tout ça tranquillement aussi dans les écoles de police. Je ne sais pas si c'est fait, mais c'est juste pour peut-être dire aux gens, nous avons des biais, donc il faut pouvoir les questionner. Aujourd'hui, avec tout ce dont on vient parler, vous parlez énormément de racisme, d'antiracisme, de faits de société, de migration. C'est des sujets qui aujourd'hui sont des sujets hautement politiques. Est-ce que finalement, Lilian Thuram, vous n'êtes pas un homme politique? Nous sommes tous politiques. En tout cas, nous ne devrions pas oublier en fait. Parce que la politique, c'est qui? Vous pensez simplement que la politique, ce sont des hommes et femmes politiques? Des partis politiques? Non. La politique est faite par nous tous, en fait. Très souvent, les gens oublient que le discours est construit par une minorité de gens. La grande majorité des gens, je pense, en fait, vivent leur vie, en fait, voudraient bien vivre. Mais ils écoutent ce qu'on leur dit, finissent par croire ce qu'on leur dit parce qu'ils ne vivent pas la situation. C'est une minorité des gens qui nous emmènent dans une direction. Et la direction dans laquelle nous emmène, c'est pas anodin. Et donc, à un moment donné, bien sûr qu'il faut dire aux gens, réveillez-vous. Vous savez, je rencontre plein de gens de très très bonne volonté, qui se bagarrent jour et nuit pour venir en aide à l'autre. Et peu importe qui est l'autre. Mais ce qui est incroyable, c'est qu'on va essayer de criminaliser ceux qui viennent en aide aux personnes en difficulté. Donc ça veut dire, c'est pour ça qu'on nous emmène dans une société de la méchanceté, de la haine. Mais si vous ne faites pas attention, vous finissez par croire que c'est illégal d'aider quelqu'un qui est en difficulté. Ça questionne le lien que nous avons à l'autre, à l'humain. Ok, moi je ne vous connais pas, pourquoi j'aurais pas un lien de sympathie et de bienveillance avec vous? Pourquoi ça devrait commencer par la peur de ce que vous êtes? Et moi je pense qu'il faut faire très attention, voilà. Et nous sommes dans des sociétés, malheureusement, où effectivement, je pense que petit à petit, il y a de moins en moins de liens entre les personnes. Et ça, c'est même pas entre les migrants et les autres, c'est entre nous. Et je pense qu'il faut faire attention à ça.